Il y a une cruauté particulière dans la rapidité avec laquelle le destin peut défaire une vie, dans la façon dont une seule aube peut se lever sur un bonheur complet et se coucher sur une ruine totale. Et Lady Eleanora Ashworth apprit cette vérité au tendre âge de 19 ans, lorsqu'elle vit son monde se briser comme de la porcelaine fine tombée sur un marbre impitoyable. Elle avait été, en ces jours dorés avant la chute, l'unique fille chérie du comte de Whitmore, une jeune fille dotée de cheveux couleur de miel, qui captait la lumière des bougies comme de la soie filée, dieu du bleu profond des ciels crépusculaires, et d'un esprit assez vif pour rivaliser avec les amis les plus érudits de son père. Sa mère avait souvent fait remarquer qu'Eleanora possédait une rare combinaison de beauté et d'intelligence. Le genre de femme qui pouvait commander une salle de bal par sa grâce et une bibliothèque par son discours avec une égale mesure. Elle avait fait ses débuts ce printemps-là avec un succès considérable, dansant jusqu'à l'aube, recevant des propositions de jeunes lords empressés, croyant avec l'innocente certitude des bienheureux que sa vie se déroulerait en une procession sans fin de tels délices. Puis vinrent les accusations. « Trahison !» chuchota-t-on d'abord, puis cria-t-on dans toutes les gazettes et tous les salons de Londres. Le comte de Whitmore, prétendait-on, avait vendu des secrets aux ennemis de l'Angleterre, avait trahi son souverain et son pays pour de l'or étranger. Les preuves parurent accablantes, des lettres de la main de son père, des témoignages d'hommes qu'elle n'avait jamais vus, des documents portant des sceaux qui semblaient irréfutables. Son père clama son innocence jusqu'à la toute fin, la voix rauque et désespérée, tandis qu'on l'arrachait à leur demeure, qu'on le dépouillait de son titre, de ses terres et de son honneur, qu'on le jetait dans l'obscurité humide d'une prison où il rendrait son dernier souffle moins de 3 mois plus tard, brisé non par la culpabilité, mais par le poids de mensonges qu'il ne pouvait réfuter. Sa mère le suivit dans la mort dans les 15 jours, son cœur s'arrêtant tout simplement comme s'il ne pouvait supporter de battre dans un monde si cruel, et Eleanora se retrouva debout dans les décombres de tout ce qu'elle avait connu, avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et un nom devenu une malédiction sur les lèvres de la société. Ceux qui avaient autrefois brigué son attention traversaient désormais la rue pour l'éviter. Les portes qui s'étaient grandes ouvertes pour l'accueillir se refermèrent brutalement à son approche. Elle n'était plus Lady Eleanora, mais simplement la fille du traître, une paria, un fantôme hantant les lisières d'un monde qui l'avait rejetée sans pitié ni remords. Pourtant, brûlait dans sa poitrine une flamme que les circonstances ne pouvaient éteindre, une force tranquille que son père avait toujours admirée et que sa mère avait nourrie avec une sage prudence. Elle ne se laisserait pas abattre et périr comme la société s'y attendait. Elle survivrait. Et c'est ainsi que Lady Eleanora Ashworth cessa d'exister, et à sa place s'éleva Eleanor Vance, une gouvernante d'origine modeste et aux excellentes références, forgée de sa propre main désespérée, cherchant un emploi loin de la mémoire cruelle de Londres. Lorsqu'elle lut l'annonce pour un poste à Thornwood Manor, domaine de campagne du duc de Blackwood, à quelques 3 jours de voyage de quiconque pourrait reconnaître son visage, elle rédigea sa candidature avec des doigts fermes et un cœur rempli d'un espoir terrifié. La lettre d'acceptation arriva dans la semaine, et Eleanor Vance se prépara à disparaître dans sa nouvelle vie, enterrant Lady Eleanora dans la même tombe que ses parents, sans jamais imaginer que le salut pourrait porter le visage du redoutable duc dont le toit abriterait ses secrets. Thornwood Manor émergeait de la brume des landes du Yorkshire, tel un géant endormi de pierres grises et d'ambitions anciennes. Ses tours perçant le ciel de plomb avec la même autorité inflexible qui avait marqué la famille Fairfax depuis des générations innombrables.
Eleanor pressa son visage plus près de la fenêtre striée de pluie de la voiture de louage, son souffle embuant la vitre, tandis qu'elle contemplait ce qui deviendrait son sanctuaire ou sa prison. Elle ne pouvait encore dire lequel. Le domaine s'étendait à travers le paysage avec une magnifique indifférence envers l'humble village qui se tapissait à ses frontières, ses innombrables fenêtres scintillant comme des yeux vigilants, ses terres s'étirant vers des bois lointains qui semblaient avaler l'horizon même. Elle s'était attendue à de la grandeur, car la richesse du duc de Blackwood était légendaire même parmi la pairie, mais rien ne l'avait préparée au poids imposant du lieu, à la façon dont il semblait peser sur sa poitrine et lui murmurer qu'elle n'avait pas sa place entre ces murs sacrés. La voiture la déposa à l'entrée des domestiques, un rappel délibéré de sa nouvelle condition qu'elle accepta avec une digne quiétude, et en quelques instants, elle se retrouva dans une vaste cuisine qui bourdonnait de l'activité efficace d'une maisonnée se préparant au retour du maître de Londres. C'est là qu'elle rencontra pour la première fois Madame Hartley, la gouvernante, une femme d'environ 50 ans, dont les cheveux grisaciés étaient tirés en arrière avec une précision militaire et dont les yeux vifs semblaient cataloguer chaque fil de la modeste robe de voyage d'Eleanor. « Vous êtes donc la nouvelle gouvernante » dit Madame Hartley, son ton ni chaleureux ni froid, mais plutôt soigneusement mesuré, comme si elle avait appris il y a longtemps à ne pas investir d'émotion dans celle qui pourrait ne pas tenir le moi. Eleanor apprit beaucoup au cours de ses premières heures, guidée à travers des couloirs sans fin et des escaliers en colimaçon, tandis que Madame Hartley dispensait des informations avec l'efficacité d'un général briefant ses troupes avant la bataille. Le duc, lui dit-on, exigeait la perfection absolue en toutes choses et ne tolérait ni les imbéciles ni les excuses. Il avait élevé sa nièce orpheline depuis que l'enfant n'avait que 4 ans, lorsque sa sœur avait péri dans un accident de voiture aux côtés de son mari débauché, et bien qu'il fournît tout ce que Lady Charlotte pouvait désirer, il restait distant, froid, une figure d'autorité plutôt que d'affection. 3 gouvernantes avaient précédé Eleanor au cours des 2 dernières années seulement, chacune partant en larmes après avoir échoué à répondre à des normes qui semblaient incroyablement élevées. « L'enfant n'est pas difficile, » admit Madame Hartley, alors qu'elle s'arrêtait devant ce qui serait la modeste chambre d'Eleanor. « Mais elle est seule, et la solitude rend les enfants étranges. Le duc... » Elle s'interrompit, ses lèvres se pressant l'une contre l'autre, comme si elle en avait déjà dit plus qu'elle ne l'entendait. Eleanor se contenta d'hocher la tête, n'ayant aucun désir d'encourager des commérages qui pourraient plus tard l'embarrasser. Elle avait survécu à pire qu'un employeur exigeant et une enfant solitaire. Elle avait survécu à la destruction de tout ce qu'elle aimait. Et puis, alors qu'elle se tenait à sa fenêtre ce soir-là, regardant la dernière lumière s'estomper sur les jardins en contrebas, elle le vit. Il sortit des écuries à califourchon sur un cheval noir comme la nuit, ses cheveux sombres balayés par le vent, son allure si imposante que même à cette distance, elle pouvait sentir la force de sa présence comme un poids physique. Le duc de Blackwood tenait sa monture comme s'il était né pour cela, ses larges épaules carrées face au jour mourant, son profil acéré et aristocratique, alors qu'il arpentait son domaine du regard avec l'expression d'un homme qui portait des fardeaux qu'il ne permettait à personne d'autre de partager. Le souffle d'Eleanor se coupa dans sa gorge, une réaction involontaire qu'elle réprima immédiatement avec une détermination impitoyable, car elle ne pouvait se permettre de remarquer de telles choses chez son employeur, ne pouvait se permettre de ressentir quoi que ce soit au-delà de la gratitude pour le toit, au-dessus de sa tête, et l'anonymat qui pourrait la maintenir en vie. La convocation arriva le 3e matin de son séjour à Thornwood, remise par un laquais dont l'expression suggérait qu'il la plaignait plutôt pour ce qui allait suivre, et Eleanor le suivit à travers des couloirs qui semblaient s'étirer à l'infini,
jusqu'à ce qu'ils atteignent un bureau qui sentait le cuir, le bois de santal et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer, mais qui fit s'accélérer son pouls d'une conscience inexplicable. Il se tenait derrière un bureau massif en acajou poli, et là où elle l'avait observé de loin comme simplement imposant, de près, Alexander Fairfax, duc de Blackwood, était quelque chose de bien plus troublant, assez grand pour qu'elle doive incliner le menton pour croiser son regard, aux épaules larges d'une manière qui parlait d'équitation et de travail physique, plutôt que de loisirs aristocratiques oisifs. Ses cheveux sombres rejetés en arrière d'un visage qui aurait pu être taillé dans la même pierre grise que son manoir, tout en angles vifs et en plans inflexibles, à l'exception d'une bouche qui laissait entrevoir, dans sa plénitude, des passions tenues impitoyablement en échec. Mais ce furent ses yeux qui faillirent défaire son calme soigneusement gardé, gris comme des nuages d'orage et 2 fois plus turbulents, la parcourant d'une évaluation si minutieuse qu'elle se sentit certaine qu'il pouvait voir à travers la modeste robe de gouvernante jusqu'à la noble désespérée qui se cachait en dessous. « Mademoiselle Vance, dit-il, et même sa voix était imposante, profonde et riche d'une autorité qui attendait l'obéissance sans question. Vos références parlent en termes élogieux de vos accomplissements. Pourtant, je trouve que les références sont largement inutiles comme indicateurs de la véritable capacité. » Eleanor garda les mains jointes devant elle, la colonne vertébrale droite, puisant dans chaque leçon de maintien que sa mère lui avait jamais inculquée, alors même que son cœur martelait ses côtes, avec la force d'un oiseau en cage, cherchant à s'échapper. « Je ne peux qu'assurer votre grâce que je suis dévouée à l'éducation et au bien-être de Lady Charlotte, répondit-elle, satisfaite que sa voix soit sortie stable malgré le tremblement dans son âme. Et je ne demanderai que l'opportunité de démontrer ma valeur par l'action plutôt que par le papier. » Quelque chose vacilla dans ses profondeurs grises. La surprise peut-être, ou une approbation réticente, mais cela disparut avant qu'elle ne puisse le nommer, remplacé par une évaluation froide alors qu'il la questionnait sur les langues, les mathématiques, l'histoire et la littérature, avec la précision d'un tir rapide d'un avocat menant un contre-interrogatoire. Elle répondit à chaque question avec les connaissances que sa propre éducation coûteuse lui avait fournies, prenant soin de modérer ses réponses pour ne pas révéler une trop grande distinction, mais incapable de supprimer entièrement la qualité d'esprit qui avait autrefois fait rayonner de fierté son père. Enfin, il se tut, l'étudiant, avec une intensité qui lui donnait envie de fuir, et quand il parla de nouveau, sa voix avait perdu une fraction de sa froideur. « Charlotte a besoin de stabilité, dit-il, et c'était là, un éclair de quelque chose de brut et de blessé, traversant ses traits lorsqu'il prononça le nom de sa nièce, une douleur si profonde qu'Éléanor sentit son propre cœur se serrer en la reconnaissant. Elle a connu trop de pertes pour une si jeune personne, et je n'aurai pas son attachement engagé pour ensuite être abandonné lorsque le poste s'avérera trop exigeant. » Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement et un petit tourbillon de boucles sombres et de tabliers froissés se précipita devant elle pour se jeter contre les jambes du duc. « Oncle Alexander, Madame Hartley a dit que la nouvelle gouvernante est arrivée. Est-ce elle? Elle a l'air gentille. S'il te plaît, dis qu'elle peut rester. » Lady Charlotte tourna des yeux du même gris orageux que ceux de son oncle vers Éléanor, et dans leur profondeur, Éléanor ne vit pas une enfant étrange ou difficile, mais simplement une petite fille seule, désespérée que quelqu'un l'aime, et quelque chose dans sa poitrine qui était gelée depuis la mort de ses parents commença, contre toute sagesse, à dégeler. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un rythme qu'Eleanor avait à peine osé espérer, chaque jour apportant une nouvelle preuve qu'elle avait trouvée.
sinon un foyer, du moins un havre où elle pourrait s'abriter des tempêtes qui avaient ravagé sa jeune vie. Charlotte se révéla être tout ce qu'Eléanor aurait pu souhaiter chez une élève, brillante et avide, affamée d'attention et d'affection, s'épanouissant sous la chaleur constante de l'instruction patiente d'Éléanor, comme une fleur trop longtemps privée de soleil. Elles lisaient ensemble dans la salle d'études ensoleillée chaque matin, Éléanor se délectant de l'esprit vif et de la langue prompte de l'enfant, et les après-midi, elle se promenait sur les vastes terres pendant qu'Éléanor lui apprenait les noms des plantes et des oiseaux, la regardait chasser les papillons dans des prairies épaisses de fleurs sauvages, l'écoutait bavarder de tout et de rien avec l'énergie infinie de l'enfance. Pourtant, même en se consacrant à sa protégée, elle sentait son attention inexorablement attirée par le maître de Thornwood, l'observant par des regards volés et une étude attentive, comme on observerait une créature magnifique mais dangereuse, dont on chercherait à comprendre la nature. Le duc était un paradoxe enveloppé dans des vêtements coûteux, froids et distants, avec presque tout le monde, mais capable d'une douceur inattendue lorsqu'il se croyait inobservé. Elle le vit une fois, par une fenêtre, agenouillé dans la cour de l'écurie pour aider un jeune palefrenier dont le cheval l'avait jeté, ses mains fermes et sûres, alors qu'il vérifiait que le garçon n'était pas blessé. Les domestiques craignaient son tempérament et ses exigences, mais ils parlaient aussi de son équité. Des loyers réduits pour les tenanciers en difficulté et des cottages réparés sans demande, d'un maître qui exigeait beaucoup mais donnait plus. Elle apprit qu'il se levait avant l'aube pour parcourir ses terres à cheval, qu'il passait des heures chaque jour à s'occuper de la correspondance et des comptes que des hommes moindres auraient délégués, qu'il prenait la plupart de ses repas seul dans son bureau plutôt que dans la vaste salle à manger résonnante conçue pour des réceptions qu'il n'organisait jamais. C'est une nuit de ce genre, près d'un mois après son embauche, qu'Éléanor commit l'erreur qui la hanterait par sa douceur et son danger. Incapable de dormir, elle s'était glissée jusqu'à la bibliothèque à la recherche de quelque chose à lire, une liberté qui ne lui avait pas été précisément accordée, mais qu'elle justifiait par le désespoir d'un esprit trop actif pour le repos, et elle s'était tellement absorbée dans un volume d'essais philosophiques qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir derrière elle. « Mademoiselle Vance !» Sa voix vint de l'ombre, et elle sursauta si violemment que le livre lui tomba des mains. « Je ne vous prenais pas pour une adepte de Locke. » Elle se précipita pour récupérer le volume, les joues brûlantes de mortification, mais lorsqu'elle osa croiser son regard, elle ne trouva pas de colère, mais quelque chose de plus proche de la curiosité. Et ce qui suivit fut une heure de conversation, telle qu'elle n'en avait pas eue depuis la mort de son père. Une discussion d'idées et d'idéaux, de raison et de passion. Des devoirs de ceux qui ont le pouvoir envers ceux qui n'en ont pas. Il contesta ses opinions avec une vive intelligence, sembla véritablement intéressé par ses réponses, et lorsqu'elle s'excusa enfin, l'heure tardive servant d'excuse fragile, elle vit dans son expression un désarroi qui correspondait au sien, comme si aucun d'eux ne comprenait tout à fait ce qui venait de se passer entre eux, dans l'obscurité éclairée, aux bougies de ce sanctuaire bordé de livres. Après cette nuit dans la bibliothèque, quelque chose changea dans l'atmosphère même de Thornwood Manor, un changement si subtil qu'Éléanor aurait pu se convaincre qu'elle l'imaginait si ce n'était pour les preuves qui s'accumulaient chaque jour, comme la neige se déposant sur le sol en hiver. Le duc commença à apparaître pendant les leçons de Charlotte avec une fréquence qui défiait la coïncidence, s'installant dans un fauteuil près de la fenêtre avec des papiers ou de la correspondance qui semblait requérir son attention, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'empêchait jamais d'interjeter des observations dans leurs discussions d'histoire ou de mathématiques, ses yeux gris rencontrant ceux d'Éléanor à travers la salle d'études, avec une intensité qui lui faisait oublier, momentanément, la conjugaison latine qu'elle était en train d'expliquer.
Elle se disait que ce n'était que l'intérêt naturel d'un tuteur pour l'éducation de sa pupille, que sa présence signifiait une surveillance plutôt qu'un désir particulier pour sa compagnie. Mais de telles explications rationnelles devinrent de plus en plus difficiles à maintenir lorsqu'elle remarqua comment sa main s'attardait contre la sienne en passant un livre sur la table, comment son regard suivait ses mouvements avec une attention qui semblait cataloguer chaque geste, chaque expression, chaque mèche de cheveux qu'elle remettait inconsciemment derrière son oreille. Madame Hartley, toujours observatrice, fit remarquer un après-midi qu'elle n'avait jamais vu son grâce prendre un tel intérêt à la salle d'études auparavant, et quand Éléanore la pressa de questions sur l'histoire du duc, le visage de la gouvernante s'adoucit avec quelque chose comme de la pitié, alors qu'elle parlait du mariage notoire de ses parents, une union de deux grandes fortunes qui n'avait produit que des silences froids et des récriminations amères, enseignant à un jeune Alexander que l'amour était une faiblesse et le mariage une simple transaction. Il avait juré, confia Madame Hartley, de ne jamais se marier sauf pour un avantage pratique, mais il avait refusé chaque partie éligible qui lui avait été présentée pendant une décennie, laissant la société spéculer sans fin sur le genre de femme qui pourrait enfin capturer l'insaisissable duc de Blackwood. Éléanore absorba cette information avec un cœur qui souffrait de reconnaissance, car elle aussi avait appris de dures leçons sur les dangers de l'amour, sur la cruauté de confier son bonheur à des forces échappant à son contrôle, et elle comprenait, peut-être mieux que quiconque, la forteresse de solitude qu'une âme blessée pouvait construire contre de nouvelles blessures. Ce fut Charlotte qui, sans le vouloir, perça les défenses d'Éléanore le plus profondément, l'enfant se blottissant sur ses genoux un après-midi pluvieux et confiant, avec l'honnêteté dévastatrice de la jeunesse, que son oncle était terriblement triste, mais prétendait ne pas l'être, qu'elle l'entendait arpenter les couloirs tard dans la nuit, quand il pensait tout le monde endormi, qu'elle souhaitait que quelqu'un le fasse sourire, comme Éléanore la faisait sourire. Les mots se logèrent sous les côtes d'Éléanore, comme des échardes qu'elle ne pouvait extraire, et cette nuit-là, allongée dans son lit étroit, écoutant la pluie contre sa fenêtre, elle reconnut la vérité qu'elle avait désespérément niée, que quelque part, entre les débats philosophiques et les regards insistants, entre le rire d'un enfant et la douleur cachée d'un homme seul, elle avait commencé à ressentir quelque chose pour le duc de Blackwood qui allait bien au-delà de la gratitude ou du respect, quelque chose de dangereux et d'impossible et entièrement hors de son pouvoir d'empêcher, et la reconnaissance de ce fait la terrifiait plus que la menace d'être découverte ne l'avait jamais fait. L'arrivée de Lord Reginald Crane brisa la paix fragile qu'Éléanore avait construite autour d'elle, comme une pierre lancée à travers une vitre, et dès l'instant où elle entendit son nom annoncé par le majordome, elle sentit l'emprise glaciale de la terreur se refermer sur sa gorge avec une force suffocante. Elle le reconnut instantanément lorsqu'il entra d'un pas rapide dans le salon où elle était assise avec Charlotte. Ce visage maigre et vulpin, ses yeux calculateurs, cette torsion cruelle des lèvres dont elle se souvenait du procès de son père, où il était assis parmi les spectateurs avec une expression de satisfaction à peine dissimulée lorsque le verdict fut prononcé. C'était un cousin éloigné du duc, apprit-elle des murmures des domestiques, un qui apparaissait périodiquement pour chercher des faveurs et évaluer ses chances si le duc célibataire venait à connaître une fin prématurée, et sa présence à Thornwood plongea Éléanore dans une campagne désespérée d'évitement, prétextant des maux de tête et des devoirs pressants pour échapper à toute réunion où il pourrait apparaître. Pourtant, le destin, qui s'était déjà révélé être son ennemi, conspira contre elle lorsque Charlotte supplia son oncle de permettre à Mademoiselle Vance de se joindre à eux pour le dîner, et le duc, avec un regard presque satisfait en direction d'Éléanore, accéda à la demande avant qu'elle ne puisse formuler une excuse. Elle s'habilla avec des mains tremblantes, choisissant sa robe la plus sévère,
arrangeant ses cheveux dans le style le plus simple possible, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre se rendre invisible par sa seule fadeur. Mais lorsqu'elle entra dans la salle à manger et que le regard de Crane tomba sur elle, elle vit la reconnaissance poindre sur ses traits comme un lever de soleil révélant le carnage d'un champ de bataille. Tout au long de l'interminable repas, elle sentit ses yeux sur elle, évaluant, calculant, et lorsqu'il s'adressa directement à elle au sujet de ses origines et de son éducation, ses questions portaient des pics qu'elle seule pouvait sentir. Des références à des familles déchues et au désespoir de ceux qui doivent se réinventer pour survivre. Le duc sembla remarquer que quelque chose n'allait pas, ses yeux gris s'aiguisant en passant d'Éléanore à son cousin, mais avant qu'il ne puisse intervenir, le dîner se termina, et Crane la coinça dans le couloir alors qu'elle fuyait vers la sécurité de ses appartements. « Lady Eleanora Ashworth », murmura-t-il, sa voix de la soie sur de l'acier. Quelle délicieuse surprise de trouver la fille du traître jouant la nounou dans la maison de mon cousin. Je me demande ce que Blackwood dirait s'il savait qu'il abrite un sang si notoire sous son toit. Le démenti d'Eleanor mourut sur ses lèvres alors qu'il riait doucement, l'informant qu'il exigeait certaines informations sur les affaires commerciales du duc, des documents et de la correspondance qui pourraient s'avérer utiles à des parties intéressées, et qu'en échange il garderait son secret, lui permettant de continuer cette pathétique mascarade de respectabilité qu'elle avait construite. Lorsqu'elle refusa, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait, son expression se durcit en quelque chose de véritablement effrayant, et il lui donna une semaine pour reconsidérer, suggérant que la révélation n'était que la plus douce des conséquences qu'il pourrait arranger pour ceux qui le défiaient, qu'une femme seule au monde sans protecteur ni ressources pourrait se retrouver sujette à des sorts bien pires qu'un simple renvoi. Il la laissa tremblante dans le couloir sombre, les murs de son sanctuaire si soigneusement bâtis s'effondrant autour d'elle. Et elle comprit avec une clarté dévastatrice que le bonheur qu'elle avait commencé, contre toute sagesse, à imaginer pouvoir être le sien, n'était rien de plus qu'une autre illusion sur le point d'être arrachée. Les jours qui suivirent la menace de Crane passèrent dans un brouillard d'effroi pour Éléanore, son calme habituel se fissurant sur les bords malgré ses efforts désespérés pour maintenir la façade de normalité qui était devenue son armure contre un monde hostile, et elle se surprenait à sursauter aux ombres, à tressaillir au bruit de pas, incapable de rencontrer le regard pénétrant du duc de peur qu'il ne lise la terreur écrite sur ses traits aussi clairement que des mots sur une page. Il était donc inévitable qu'il le remarque, car ses yeux gris ne manquaient rien, et le troisième matin après l'ultimatum de Crane, il la coinça dans le couloir devant la salle d'études avec une expression qui ne tolérait aucune dérobade, exigeant de savoir ce que son cousin lui avait dit pour qu'elle passe d'une femme à la confiance tranquille à cette créature pâle et tremblante qui sursautait au son de son propre nom. Éléanore esquiva avec une habileté exercée, parlant de fatigue et d'inquiétude pour les études à venir de Charlotte. Mais la mâchoire du duc se crispa de frustration, même s'il choisit, à son profond soulagement, de ne pas insister, se contentant de la regarder avec une intensité qui suggérait qu'il mettait de côté sa non-réponse pour un examen futur. Ce qui se passa ensuite défia toutes les attentes qu'elle s'était formées sur sa situation précaire, car lorsqu'elle descendit le lendemain matin, ce fut pour découvrir la maisonnée dans un état d'excitation à peine contenu et la voiture de Lord Crane en train d'être chargée de ses affaires dans la cour en contrebas. Elle se positionna près des portes du salon, invisible comme seule une domestique peut l'être, et assista à l'échange entre les deux hommes, le visage de Crane marbré de fureur alors qu'il parlait d'obligations familiales et d'hospitalité attendue, sa voix portant des références voilées à des secrets et des conséquences qui firent geler le sang d'Éléanore, tandis que le duc se tenait immobile comme du granit, sa réponse délivrée sur des tons d'un mépris si glacial que même Crane
malgré toute sa grandiloquence, recula visiblement. « Vous quitterez ma maison dans l'heure, » prononça le duc, chaque mot tombant comme un coup de marteau sur une enclume. « Et vous ne reviendrez pas tant que je respirerai. Quel que soit le jeu que vous croyez jouer, quel que soit l'avantage que vous imaginez posséder, je vous assure que vous avez catastrophiquement mal jugé à la fois votre position et ma tolérance pour ceux qui menacent ce qui est mien. » Crane partit dans une fureur de roues tourbillonnantes et de graviers dispersés, et Eleanor s'affaissa contre le mur, faible d'un soulagement qu'elle ne comprenait pas entièrement, car ce n'était sûrement qu'un sursis temporaire. Crane trouverait certainement d'autres moyens de la détruire. Pourtant, lorsque le duc la chercha 1 heure plus tard, la trouvant dans le jardin où elle s'était réfugiée pour se ressaisir, il n'exigea ni explication ni réponse. Il se tint simplement à côté d'elle parmi les roses. Sa présence solide et chaude contre le froid de l'automne, et quand il parla, sa voix ne contenait aucune de sa froideur habituelle, mais plutôt quelque chose de presque tendre sous la formalité. « Cet homme ne vous importunera plus jamais tant que vous serez sous ma protection, » dit-il, et bien qu'il ne demandât rien, n'expliquât rien, n'attendit rien en retour, Eleanor sentit quelque chose dans sa poitrine se fissurer, comme de la glace se brisant sous le soleil du printemps, et elle comprit avec une clarté terrifiante que malgré tous les avertissements qu'elle s'était donnés, malgré l'impossibilité de sa situation et les secrets qui existaient encore entre eux, son cœur s'était déjà rendu à cet homme sévère, compliqué et étonnamment protecteur qui venait de se déclarer son champion sans même savoir qui elle était vraiment. La pluie commença un mardi après-midi, un rideau gris implacable qui enveloppa Thornwood Manor d'un crépuscule prématuré et sembla s'infiltrer dans les pierres mêmes de l'ancienne demeure, et c'est ce jour-là que Charlotte se plaignit d'un mal de tête pendant ses leçons de l'après-midi, son petit visage rougi et ses yeux habituellement vifs ternis par une lassitude qui envoya les premières vrilles d'alarme s'enrouler dans la poitrine d'Eleanor. Le soir, l'enfant brûlait de fièvre, son petit corps secoué de frissons qu'aucune quantité de couverture ne pouvait réchauffer, et Eleanor envoya chercher le médecin pendant qu'elle baignait le front de Charlotte avec des linges frais et murmurait des paroles apaisantes qu'elle espérait pouvoir pénétrer le brouillard de la maladie. Le duc arriva dans la chambre du malade comme une tempête lui-même, son visage pâle sous sa sévérité habituelle, et quand il vit Charlotte allongée si immobile et si petite dans son lit, quelque chose dans son expression se fissura pour révéler une dévastation si profonde qu'Eleanor sentit son propre cœur se serrer de sympathie. Le médecin vint et repartit, diagnostiquant une fièvre qui devait suivre son cours, prescrivant du repos, des compresses fraîches et des prières, et puis il ne restait plus que 3, Eleanor, le duc et l'enfant malade qui leur était devenu précieux à tous deux, veillant pendant les heures interminables tandis que la pluie fouettait les fenêtres et que le feu crépitait bas dans l'âtre. Ils ne parlèrent pas au début, le silence n'étant rompu que par les murmures agités de Charlotte et les pas du duc qui arpentait la pièce, mais à l'approche de minuit, et alors que l'épuisement émoussait les angles de la formalité, il s'affaissa dans le fauteuil à côté de celui d'Eleanor et commença, avec hésitation, à parler de sa sœur. Son nom était Catherine, dit-il, et elle avait été la mère de Charlotte, et elle était morte 2 ans plus tôt dans un accident de voiture, aux côtés de son mari indigne. Mais la vérité était qu'elle était morte bien avant cela, morceau par morceau, dans un mariage qui lui avait arraché tout ce qu'il y avait de brillant et d'optimiste en elle, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un fantôme, portant le visage de sa sœur. Il s'en voulait, sa voix rauque dans l'obscurité, parce qu'il avait vu les signes et n'avait rien fait. S'était dit que ce n'était pas sa place d'interférer, avait maintenu la distance froide que leurs parents avaient modelée et appelé cela bienséance, alors que c'était en réalité
de la lâcheté. Éléanore écouta sans interruption, comprenant instinctivement que cette confession était enfermée en lui depuis des années, l'empoisonnant de culpabilité et de regret, et quand il se tut, la tête baissée et les mains serrées sur ses genoux, elle tendit la main sans réfléchir et posa ses doigts sur les siens. Il devint complètement immobile à son contact, et quand il releva la tête, ses yeux gris rencontrèrent les siens avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, brute, vulnérable et interrogatrice. Et elle eut l'impression qu'il la voyait vraiment pour la première fois, non pas comme une gouvernante ou un mystère à résoudre, mais comme une femme, comme quelqu'un qui comprenait la perte, la survie et le poids des secrets portés seuls. Ils restèrent ainsi pendant les heures les plus sombres, les mains entrelacées, parlant doucement de deuil, de culpabilité et de la protection féroce que Charlotte avait éveillée en eux deux. Et quand l'aube perça enfin les nuages de pluie et que la fièvre de Charlotte tomba avec elle, sa petite voix rauque demandant de l'eau, Éléanore pleura de soulagement, tandis que le duc prenait doucement sa nièce dans ses bras et pressait ses lèvres sur ses cheveux humides. Quelque chose avait changé entre eux pendant cette longue nuit de peur partagée et de confession chuchotée, quelque chose qui ne pouvait être ni tu ni ignoré, et quand Éléanore se leva enfin pour quitter la chambre, Alexander attrapa de nouveau sa main, son pouce traçant sur ses jointures avec une tendresse dévastatrice. « Merci, dit-il, et les mots portaient le poids de tout ce qu'il ne pouvait encore dire, et Éléanore comprit qu'ils avaient franchi un seuil d'où il ne pouvait y avoir de retour, que toute distance prudente qui avait existé entre le duc et la gouvernante de sa fille avait été dissoute dans l'intimité de cette veillée, ne laissant que deux âmes qui avaient reconnu l'une en l'autre une solitude parente, une blessure correspondante et la terrifiante possibilité de guérison. Dans les jours qui suivirent le rétablissement de Charlotte, Éléanore mena une guerre silencieuse contre son propre cœur traître, rassemblant tous les arguments de la raison et du pragmatisme contre les sentiments qui avaient pris racine dans sa poitrine comme des fleurs sauvages poussant à travers la pierre. Elle était une gouvernante, une femme vivant sous un faux nom, une fugitive de sa propre histoire, et il était un duc, l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre, un homme dont le rang même exigeait une épouse à la lignée impeccable et à la réputation sans tache, pas la fille déshonorée d'un comte se faisant passer pour une domestique. Pourtant, la raison se révéla une arme faible contre l'assaut de sa présence, car Alexander, elle ne pouvait plus le considérer simplement comme « le duc ». Pas après cette nuit de veille partagée et de confession chuchotée, avait apparemment abandonné toute prétention de distance qui avait auparavant régi leurs interactions, cherchant sa compagnie avec une franchise qui la ravissait et la terrifiait à parts égales. Il commença à apparaître pendant les leçons matinales de Charlotte, non pas comme un surveillant sévère, mais comme un participant, sa voix profonde se joignant à leurs exercices de lecture, son rire rare retentissante lorsque Charlotte faisait une observation intelligente, et toujours ses yeux gris trouvant ceux d'Éléanore à travers la salle d'études avec une intensité qui lui faisait oublier les mots sur la page devant elle. Leurs promenades devinrent un rituel quotidien. Portant à travers les terres de Thornwood, dans la lumière dorée des après-midi d'automne, tandis que Charlotte courait devant pour ramasser des feuilles colorées, et ils parlaient de tout et de rien, de philosophie et de poésie, des dernières innovations agricoles qu'il mettait en œuvre sur ces domaines, des opinions d'Éléanore sur l'éducation et des romans qu'elle lisait de sa bibliothèque, et elle se retrouva à partager des pensées qu'elle avait gardées enfermées pendant des années, des idées et des arguments qui auraient été considérés comme scandaleusement audacieux de la part d'une simple gouvernante, mais qu'il recevait avec un plaisir évident et auxquels il s'intéressait comme si son esprit était un trésor nouvellement découvert. « Vous argumentez comme une femme qui a étudié la rhétorique », observa-t-il un après-midi. Une note de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration colorant sa voix, et Éléanore sentit son cœur bafouillé avec la peur familière d'être découverte,
alors même que la chaleur se répandait dans sa poitrine à ces mots. Elle le surprenait à la regarder à des moments inattendus, à travers la table du dîner, où elle s'asseyait désormais régulièrement sur l'insistance de Charlotte, dans la bibliothèque où ils cherchaient tous deux refuge les soirs de pluie, lors des soirées musicales où elle jouait du pianoforte et où son regard ne quittait jamais son visage. Et ce qu'elle voyait dans ces profondeurs grises n'était pas l'évaluation froide d'un employeur, mais quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui reflétait les sentiments impossibles qu'elle luttait quotidiennement pour réprimer. La maisonnée le remarqua, bien sûr. Les domestiques le font toujours, et les chuchotements qui suivaient Éléanore dans les couloirs devinrent plus fréquents, plus pointus, jusqu'à ce que finalement Madame Hartley la prenne à part un soir, le visage de la femme plus âgée plissé d'une préoccupation sincère plutôt que de censure. « Gardez votre cœur, ma chère, » dit doucement la gouvernante, pressant les mains d'Éléanore entre ses propres paumes usées. « Car quoi que son grâce puisse ressentir, le monde ne sera pas tendre avec un tel attachement. Je l'ai déjà vu, et cela ne finit jamais bien pour les femmes dans notre position. » Éléanore la remercia pour l'avertissement, sa voix stable malgré la douleur qui naissait derrière ses côtes, mais alors qu'elle montait les escaliers vers sa modeste chambre, elle reconnut l'amère vérité que la prudence de Madame Hartley était arrivée bien trop tard. Son cœur n'était plus à elle pour le garder, s'étant entièrement rendu à un homme qui ne pourrait jamais vraiment être le sien, et elle ne pouvait qu'attendre dans une anticipation impuissante le moment inévitable où ce rêve fragile se briserait autour d'elle. L'annonce tomba sans prévenir par un matin vif d'octobre, livré par Alexander lui-même pendant la leçon de géographie de Charlotte, avec une désinvolture étudiée qui ne masquait pas tout à fait la tension dans ses épaules. Thornwood Manor organiserait un bal, le premier en près de 5 ans, pour célébrer le rétablissement de Charlotte et la présenter comme il se doit aux familles voisines dont les enfants pourraient devenir ses compagnons et amis. Éléanore sentit le sang quitter son visage, alors même que Charlotte poussait des cris de joie, car un bal signifiait des invités, des dizaines d'entre eux, des membres du ton qui pourraient reconnaître le visage de Lady Eleanora Ashworth sous le modeste bonnet et l'anonymat prudent d'Eleanor Vance, et elle ouvrit la bouche pour protester, pour plaider une excuse, mais les yeux gris d'Alexander rencontrèrent les siens avec une expression qui ne tolérait aucune discussion. « Vous y assisterez, bien sûr, » dit-il, et ce n'était pas une demande mais un ordre enveloppé de velours. Charlotte aura besoin de sa compagne à ses côtés, et j'ai pris la liberté de commander une robe appropriée à l'occasion. Cela me déplairait grandement que vous refusiez. La robe arriva 3 jours avant le bal. Livrée dans la modeste chambre d'Éléanore, dans une boîte d'un artisanat si élégant que ses mains tremblaient en soulevant le couvercle, et ce qui se trouvait à l'intérieur lui coupa entièrement le souffle, de la soie couleur de clair de lune sur l'eau, un bleu argent pâle qui ferait ressortir la profondeur de ses yeux, avec de délicates broderies de minuscules fleurs tombant en cascade sur la jupe, et un décolleté modeste mais flatteur, l'œuvre d'une grande modiste qui facturait plus pour une seule création qu'Éléanore n'avait gagnée durant toute son année de service. Elle devrait la refuser, elle le savait, devrait insister pour porter sa servissable laine grise et rester invisible parmi les domestiques. Mais quand elle essaya la robe dans l'intimité de sa chambre et vit la femme reflétée dans son petit miroir, elle ne put se résoudre à la rendre. Pour une seule nuit, elle se permettrait de se souvenir de ce que c'était que d'être Lady Eleanora, de se mouvoir dans des foules scintillantes la tête haute, même en connaissant le danger qu'une telle visibilité invitait. La nuit du bal arriva enveloppée du premier gel de l'automne, et Thornwood flamboyait de la lumière d'un millier de bougies, la musique flottant à travers des salles qui étaient restées silencieuses trop longtemps, et Éléanore descendit l'escalier, la petite main de Charlotte serrée dans la sienne,
vivement consciente du moment où Alexander leva les yeux de sa position d'accueil des invités et devint complètement immobile, ses yeux gris la parcourant avec une intensité qui envoya une vague de chaleur dans ses veines. Ils dansèrent. Elle n'avait pas l'intention de danser. Avait prévu de rester prudemment en marge avec Charlotte, mais il le lui demanda, et elle ne put refuser. Et lorsque sa main se posa sur sa taille et l'entraîna dans la première valse, le reste de la salle de bal sembla se dissoudre en couleurs et en sons insignifiants, ne laissant qu'eux deux tournant ensemble en parfaite synchronie, tandis que les chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre parmi les invités assemblés. Une danse devint 2, puis 3, et Éléanore savait qu'elle devrait s'arrêter, devrait se souvenir de sa place, mais la façon dont il la regardait la rendait téméraire, lui faisait tout oublier, sauf la chaleur de sa main et le rare sourire qui jouait au coin de sa bouche sévère. Et puis elle le vit, de l'autre côté de la salle de bal bondée, son visage cruel tordu par une reconnaissance triomphante. Et son sang se glaça dans ses veines alors que Lord Reginald Crane levait son verre vers elle en un salut moqueur, et elle comprit avec une certitude dévastatrice que son bonheur d'emprunt venait de s'épuiser. La musique s'éteignit comme si les musiciens eux-mêmes avaient été frappés de mutisme, et dans ce terrible silence s'éleva la voix de Lord Crane, portant à travers la salle de bal avec la précision d'un homme qui avait longtemps attendu ce moment de triomphe. « Mesdames et messieurs, je crois que les présentations s'imposent, » annonça-t-il, son sourire cruel s'élargissant, tandis qu'il désignait Éléanore d'un geste théâtral, car la femme que vous avez regardée danser dans les bras du duc n'est autre que Lady Eleanora Ashworth, fille du traître, le comte de Whitmore, une femme qui a vécu parmi vous sous de fausses prétentions, trompant votre hôte et mettant en danger sa maisonnée par sa seule présence. Les halètements qui ondulèrent à travers les invités assemblés frappèrent Éléanore comme des coups physiques, et elle se sentit chanceler, la belle robe bleu-argent qui l'avait fait se sentir comme une princesse, la marquant maintenant comme une cible pour chaque œil scandalisé dans la pièce. Elle attendit que le sol s'ouvre et l'avale tout entière, attendit qu'Alexander s'éloigne d'elle avec le dégoût qu'elle méritait, attendit la destruction finale de chaque espoir fragile qu'elle avait osé nourrir. Mais Alexander ne s'éloigna pas. Au contraire, il s'avança, se plaçant entre Éléanore et la mère de visage choqué, et quand il parla, sa voix portait l'autorité froide d'un homme qui n'avait jamais de sa vie été contredit. « Lord Crane dit la vérité sur un point, » dit-il, et le cœur d'Éléanore se brisa, mais il continua, ses mots tombant comme des coups de marteau sur l'assemblée. « La femme à mes côtés est bien Lady Eleanora Ashworth, et je connais sa véritable identité depuis le moment où elle est entrée dans ma maison. Ce que Lord Crane omette de mentionner, cependant, c'est que le comte de Whitmore était innocent de toutes les accusations portées contre lui, piégé par une conspiration d'hommes motivés par la cupidité et l'ambition politique. Des hommes dont j'ai passé ces derniers mois à découvrir les noms avec l'aide des propres enquêteurs de la couronne. » Le silence qui suivit fut d'une qualité entièrement différente, chargé maintenant de choc et de compréhension naissante. Et Éléanore regarda l'expression triomphante de Crane s'effondrer en quelque chose approchant la peur. « Vous mentez !» balbutia Crane, mais sa voix avait perdu son assurance, et il fit un pas involontaire en arrière alors qu'Alexander s'avançait sur lui, les yeux gris flamboyants d'une juste fureur. « J'ai des documents, » continua Alexander, sa voix s'élevant pour atteindre chaque coin de la salle de bal. Des lettres, des registres financiers, des témoignages de témoins qui ont été contraints au silence. Des preuves suffisantes pour prouver non seulement l'innocence de Lord Whitmore, mais aussi la culpabilité de ceux qui ont orchestré sa destruction, y compris plusieurs de vos plus proches associés, Crane, et votre propre complicité dans l'affaire. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent et des hommes en uniforme entrèrent.
leur présence commandant une attention immédiate, et Eleanor regarda, stupéfaite, Crane être saisi, ses protestations devenant de plus en plus désespérées alors qu'on l'emmenait, ses menaces et accusations se dissolvant dans les délires impuissants d'un homme qui devait enfin rendre des comptes pour ses péchés. Eleanor resta figée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer, incapable de concilier le cauchemar qu'elle avait anticipé avec l'extraordinaire réalité qui se déroulait devant elle, et quand Alexander se tourna de nouveau vers elle, son expression s'adoucissant de la fureur froide à quelque chose d'infiniment plus tendre, elle constata que les mots l'avaient entièrement abandonnée, ne laissant que des questions qui tremblaient sur ses lèvres et des larmes qui coulaient, sans retenue, sur ses joues pâles. La salle de bal demeura figée en un tableau vivant, les invités suspendus entre le scandale et la révélation, et Eleanor pouvait à peine respirer tandis qu'Alexander continuait de parler, sa voix portant le poids d'une autorité absolue, même si ses yeux gris restaient fixés sur son visage avec une expression qu'elle ne pouvait nommer. « J'ai reconnu Lady Eleanora dès l'instant où elle a franchi le seuil de Thornwood, dit-il, et la confession la frappa comme un coup physique, car je l'avais vue une fois auparavant, il y a 3 ans, lors de sa première saison. Une jeune femme radieuse dansant dans les bras de son père, si pleine de joie et de promesses que l'image s'est gravée dans ma mémoire. Bien que nous n'ayons jamais été formellement présentés et qu'elle n'eût aucune raison de se souvenir d'un duc sévère qui observait depuis l'ombre de la salle de bal. L'esprit d'Eleanor remonta le temps, s'accrochant à des fragments de cette nuit scintillante avant que la tragédie n'ait brisé son monde, mais elle ne put faire apparaître son visage parmi la foule d'invités qui avaient assisté à son bal de débutante. Elle avait été trop éblouie par la nouveauté de tout cela, trop innocente pour remarquer le noble aux cheveux sombres dont le regard l'avait apparemment suivi à travers la salle comble. Quand elle est arrivée à ma porte, en quête d'un emploi, continua Alexander, s'adressant à l'assemblée, bien que ses paroles semblassent destinées à elle seule. J'ai vu ce qu'elle était devenue, une femme dépouillée de tout, mais possédant une dignité et une force que les circonstances ne pouvaient diminuer, et j'ai su que je ne pouvais la renvoyer, ne pouvais la laisser disparaître dans les rangs anonymes des domestiques alors qu'elle méritait tellement plus. Il parla alors des enquêteurs engagés dans les 15 jours suivant son arrivée, des mois passés à retracer la conspiration qui avait détruit son père, des preuves minutieusement recueillies auprès de témoins réticents et de correspondances cachées, des lettres envoyées à la couronne elle-même présentant un dossier inattaquable pour l'exonération posthume du comte de Whitmore. « Je ne lui ai rien dit, dit-il, sa voix s'adoucissant, parce que je voulais qu'elle soit libre, libre de la peur, libre du poids de se battre pour sa justification tout en luttant simplement pour survivre, libre de simplement vivre pendant que je m'assurais que justice serait rendue. » Crane, toujours maîtrisé par les hommes en uniforme, laissa échapper un flot d'invectives, des accusations selon lesquelles Alexander avait fabriqué des preuves, avait été séduit par la fille d'un traître au point de trahir sa propre classe, mais ces paroles tombèrent dans des oreilles sourdes alors que les invités commençaient à murmurer entre eux, le courant de l'opinion changeant avec la rapidité mercuriale qui caractérisait les jugements de la société. Eleanor sentit les murs de la salle de bal se refermer sur elle, le poids de la révélation pesant sur sa poitrine jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer, et sans réfléchir, elle se tourna et s'enfuit. Se frayant un chemin à travers la foule qui s'écartait devant elle comme les vagues devant la proue d'un navire, désespérée de trouver de l'air, de la solitude et de l'espace pour comprendre l'ampleur de ce qu'Alexander avait fait pour elle. Le jardin la reçut dans sa fraîche obscurité, les roses touchées par le gel brillant d'un éclat argenté au clair de lune, et elle trébucha le long du sentier de gravier jusqu'à ce que ses jambes tremblantes ne puissent plus la porter,
s'effondrant sur un banc de pierre, tandis que les sanglots s'arrachaient à sa gorge. Et même pendant qu'elle pleurait, elle entendit ses pas derrière elle, fermes et sûrs, la suivant dans la nuit, comme il avait apparemment suivi le fil de sa tragédie pendant des mois, déterminé à le tisser en quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Le mot s'arracha de la gorge d'Éléanore alors qu'elle se levait du banc de pierre, se tournant pour lui faire face avec des yeux qui flamboyaient à travers ses larmes, et elle constata que l'immense gratitude qui luttait avec la confusion s'était transformée en quelque chose de plus féroce, un besoin désespéré de comprendre qui surpassait toutes les leçons de bienséance qu'elle avait jamais apprises. « Pourquoi feriez-vous cela, tout cela, pour moi, une femme qui est entrée dans votre maison sous de fausses prétentions, qui vous a menti dès notre première rencontre, qui aurait pu faire s'abattre le scandale sur tout ce que vous avez bâti ?» Alexander se tenait devant elle au clair de lune, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il parut incertain. Le duc imposant qui venait d'affronter une salle de bal pleine de l'élite de la société, luttant maintenant pour trouver ses mots comme s'ils étaient des objets étrangers qu'il n'avait jamais appris à manier. « J'aurais pu vous renvoyer, » dit-il lentement, sa voix rauque d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue. « Quand j'ai réalisé qui vous étiez, cela aurait été la voie prudente, la voie sûre, la voie que tout homme sensé aurait prise pour se protéger, lui et sa maisonnée, de toute association avec le scandale. » Il s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir le pouls rapide à sa gorge, puisse sentir l'odeur familière de bois de santal et de quelque chose d'unique à lui qui avait hanté ses rêves pendant des mois. « Mais j'ai découvert que je ne pouvais pas, » continua-t-il, et la confession sembla lui coûter quelque chose. Chaque mot tiré avec un effort visible ne pouvait supporter l'idée de vous voir disparaître dans le monde, seul, sans protection, portant le poids de la fausse disgrâce de votre père, tandis que les vrais coupables marchaient librement. Et je me suis dit que c'était la justice que je cherchais, simplement la justice pour la mémoire d'un homme innocent, rien de plus. Éléanore le regarda lutter, cet homme puissant qui commandait des pièces d'un regard, qui faisait trembler des hommes moindres d'un mot, et elle vit les murs qu'il avait construits autour de lui se fissurer, s'effriter, tomber pour révéler le cœur vulnérable en dessous. « Je ne suis pas doué pour cela, » dit-il, et il y avait quelque chose de presque désespéré dans ses yeux gris maintenant. « Pour parler de sentiments, pour donner voix aux choses qui bougent en moi, le mariage de mes parents m'a appris que l'amour était une faiblesse, que l'attachement n'apportait que de la douleur, et je me suis blindé contre cela si complètement que je me croyais imperméable. » Il tendit la main comme pour toucher son visage, puis la laissa retomber, comme s'il n'était pas sûr de son accueil après tous les secrets qu'il avait gardés. « Mais vous, souffla-t-il, vous avez défait toutes les défenses que j'avais construites, non par dessein ou artifice, mais simplement en étant qui vous êtes. Votre courage face à la tragédie, votre gentillesse envers une enfant seule, votre esprit brillant qui m'a défié, votre dignité qui n'a jamais faibli, peu importe à quel point votre situation était réduite. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Et Éléanore sentit son propre cœur s'ouvrir en réponse, toutes ses gardes prudentes balayées par l'honnêteté brute de sa confession. « Je vous aime, » dit-il, et les mots restèrent suspendus dans l'air givré comme des choses sacrées. Non pas Lady Eleanora, non pas Éléanore la gouvernante, mais simplement vous, la femme qui lit de la philosophie dans ma bibliothèque à minuit, qui fait rire ma nièce, qui débat avec moi au petit déjeuner, et ne me laisse jamais gagner simplement à cause de mon titre. Et je ne vous demande rien en retour, si ce n'est votre pardon pour avoir gardé ma connaissance secrète, pour vous avoir laissé vous croire seul, alors que je me battais pour vous depuis le début. » Éléanore se tenait tremblante dans le jardin éclairé par la lune, sa confession résonnant dans son esprit comme le carillon de cloches lointaines.
et elle sut que le moment était venu de déposer la dernière de ses défenses, de dire la vérité qui avait brûlé dans sa poitrine pendant des mois, bien qu'elle ait cru qu'elle devait rester à jamais inexprimée. « Je vous ai aimé, » murmura-t-elle, et les mots sortirent brisés, hésitants, arrachés d'un endroit profond en elle qui avait depuis longtemps appris à ne rien attendre, à ne rien espérer, à se protéger derrière des murs de pragmatisme et de résignation. Contre chaque précepte de sagesse, contre toute raison, contre la connaissance certaine qu'une gouvernante ne pourrait jamais aspirer au cœur d'un duc, je vous ai aimé depuis la nuit où nous nous sommes assis ensemble dans la bibliothèque et où vous m'avez parlé comme si mes pensées comptaient. Depuis le matin où la fièvre de Charlotte est tombée et où j'ai vu la tendresse que vous cachez sous votre extérieur sévère, depuis 1000 petits moments qui se sont accumulés en quelque chose de si vaste que je ne pouvais le contenir. Sa voix se cassa sur les derniers mots, et elle constata que des larmes coulaient sur ses joues, emportant les derniers vestiges du masque composé qu'elle avait porté pendant 3 longues années, ne laissant que la femme en dessous, blessée, désireuse, espérant désespérément que tout cela était réel, et non un rêve fiévreux dont elle se réveillerait pour se retrouver seule une fois de plus. Alexander combla la distance entre eux d'une seule enjambée, ses mains capturant les siennes avec une poigne qui tremblait légèrement. Cet homme puissant qui commandait des armées de serviteurs et de vastes domaines tremblant maintenant comme un garçon à sa simple confession, et quand il parla, sa voix était rauque d'une émotion qui correspondait à la sienne. « Alors soyez ma femme, dit-il, et les mots n'étaient pas un ordre d'un duc à une subordonnée, mais une supplique d'un homme à la femme qu'il aimait. Non par devoir, non pour une alliance, non pour une quelconque considération pratique que la société pourrait juger appropriée. Soyez ma femme, parce que je ne peux imaginer respirer dans un monde où vous n'êtes pas à mes côtés, parce que l'idée de me réveiller sans vous près de moi me pousse à quelque chose qui approche de la folie, parce qu'une vie sans votre voix, votre rire, votre intelligence féroce, votre cœur tendre ne serait pas une vie du tout, mais une simple existence, et j'ai existé assez longtemps. Eleanor ne put parler, ne put trouver de mots adéquats à l'énormité du moment, mais elle découvrit qu'elle n'en avait pas besoin en murmurant « oui », une seule syllabe qui portait le poids de tous ses espoirs, ses rêves et ses désirs désespérés, et puis sa bouche fut sur la sienne, et la pensée se dissolut en pure sensation. Il l'embrassa tendrement d'abord, avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, mais elle n'était pas fragile. Elle avait survécu à la destruction de son monde entier, et en était sortie intacte, et elle le serra plus fort, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux sombres, et le baiser se transforma en quelque chose de féroce et d'affamé. Des années de solitude se déversant de deux âmes qui avaient erré dans l'obscurité, trouvant enfin leur chemin l'une vers l'autre. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient dans leur danse éternelle, indifférentes aux affaires des mortels, mais Éléanore aurait juré qu'elle brillait plus fort à ce moment-là, témoignant de la façon dont 2 personnes brisées découvraient que leurs bords déchiquetés s'emboîtaient parfaitement, que les blessures qu'elles portaient pouvaient devenir les lieux mêmes où la guérison commençait. Le mariage fut une affaire discrète, intime par dessein plutôt que par nécessité, car la moitié de la société londonienne aurait réclamé des invitations si elles avaient été offertes. Mais Alexander l'avait regardée avec ses yeux gris qui contenaient maintenant de la chaleur au lieu de glace, et lui avait demandé ce qu'elle voulait, et elle n'avait voulu que lui, que la vérité de leur union sans le spectacle de l'observation de la société, et ainsi ils se marièrent dans la petite chapelle de Thornwood, avec Charlotte comme demoiselle d'honneur et Madame Hartley pleurant des larmes de joie, et la lumière du soleil d'automne filtrant à travers les anciens vitraux pour les peindre tous deux de couleur d'or et de rose. Ce soir-là, alors que les dernières festivités modestes s'estompaient,
et que la maisonnée se retirait pour laisser de l'intimité aux jeunes mariés. Eleanor se retrouva dans les appartements de la duchesse, ces appartements désormais tremblantes d'un mélange d'anticipation et de nervosité qu'elle ne pouvait tout à fait réprimer, car malgré tout ce qu'ils avaient partagé, malgré les confessions et les baisers qui étaient devenus de plus en plus urgents dans les jours suivant sa demande, c'était un territoire inexploré, un domaine d'intimité qu'elle n'avait jamais imaginé pénétrer avec un homme qu'elle aimait si complètement. La porte s'ouvrit derrière elle, et elle se tourna pour trouver Alexander, son mari, comme ces mots semblaient étranges et merveilleux, la regardant avec une expression qui lui coupa le souffle, tendresse et désir, mêlés d'une manière qui la faisait se sentir à la fois chérie et désirée. Deux sensations qu'elle avait depuis longtemps cessé de croire qu'elle éprouverait un jour. Il s'approcha d'elle lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait, mais reculer était la chose la plus éloignée de son esprit, alors qu'il levait les mains pour lui prendre le visage, entre des mains qui avaient exercé le pouvoir sur de vastes domaines, mais qui tremblaient maintenant légèrement contre sa peau. « J'ai imaginé cela, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Plus de fois que je ne devrais l'avouer, j'ai rêvé de vous dans mes bras, dans mon lit, et pourtant la réalité de votre présence ici dépasse toute fantaisie. Vous êtes si belle, Eleanor, si incroyablement belle, et je me trouve terrifié à l'idée de me réveiller pour découvrir que ce n'était qu'un autre rêve dont le matin vous déroberait. » Elle lui répondit non par des mots, mais par des actes, se hissant sur la pointe des pieds pour presser ses lèvres contre les siennes, et le baiser enflamma quelque chose qui s'était construit entre eux depuis des mois, une conflagration de désir trop longtemps nié, et quand il la souleva dans ses bras et la porta jusqu'au lit, elle y alla volontiers, joyeusement, s'abandonnant à la passion contre laquelle elle avait si longtemps lutté. Il fut tendre et révérencieux en la déshabillant, déposant des baisers sur chaque parcelle de peau révélée comme pour la mémoriser avec ses lèvres, et elle découvrit que le duc sévère et froid qu'elle avait rencontré pour la première fois cachait des profondeurs de douceur qui la défirent complètement, que son contact pouvait être à la fois adorateur et dévorant, qu'il pouvait la faire se sentir précieuse au-delà de toute mesure même en la conduisant à des sommets de plaisir dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Après, blottie dans ses bras, la tête sur sa poitrine et son cœur battant régulièrement sous son oreille, elle pleura. Non de chagrin, mais d'une joie si écrasante que son corps ne pouvait la contenir. Et il la serra pendant la tempête d'émotions, lui caressant les cheveux, déposant des baisers sur le sommet de sa tête, murmurant des promesses d'éternité contre sa peau. « Je t'aime » souffla-t-elle quand elle put de nouveau parler, et les mots semblaient inadéquats pour englober l'énormité de ce qu'elle ressentait. Mais il sourit contre ses cheveux et la serra plus fort, et elle sut qu'il comprenait. Que les mots ne seraient jamais suffisants entre eux parce que leur amour s'était construit sur des actions, sur des choix, sur les 1000 petits moments qui les avaient conduits inexorablement à cette union parfaite. Et elle s'autorisa enfin, à croire qu'elle était digne du bonheur, que cet amour était réel et durable, qu'elle avait trouvé son foyer non pas dans un lieu, mais dans une personne, et que ce foyer l'abriterait pour le reste de ses jours. La lettre de la couronne arriva par un matin gris 3 semaines après leur mariage, son sceau portant le poids des royaumes et le pouvoir de remodeler des vies, et les mains d'Éléanor tremblaient, tandis qu'Alexander lisait à haute voix les mots qui restauraient tout ce qu'elle avait perdu, le nom de son père lavé de toutes les accusations, son honneur restauré à titre posthume, le titre de comte de Whitmore reconnu comme appartenant de droit à sa lignée familiale, et une partie des domaines saisis lui étant rendue en tant que seule héritière survivante. Elle pleura alors, non pour les terres ou le titre, mais pour son père qui était mort dans une froide cellule de prison, se croyant abandonné par le monde qui l'avait fidèlement servi, pour sa mère qui s'était étiolée de chagrin et de honte,
pour la jeune fille qu'elle avait été et qui avait tout perdu en une seule saison dévastatrice. Et Alexander la serra pendant la tempête d'émotions, comme il l'avait serrée à travers tant de tempêtes, sa présence stable, un point d'ancrage dans la tourmente de sentiments qui menaçait de la submerger. Le ton, cet arbitre versatile de la valeur et de la réputation, passa avec une rapidité vertigineuse de la censure à l'adoration. Et leur première apparition publique en tant que duc et duchesse de Blackwood devint un spectacle de l'empressement de la société à s'aligner sur la vertu justifiée et le pouvoir ducal. Les dames qui avaient autrefois snobé Éléanore se pressaient maintenant avec des compliments mielleux. Les messieurs qui avaient chuchoté sur le sang d'un traître louaient maintenant sa grâce et sa beauté, et elle navigua dans les eaux dangereuses de leur hypocrisie, avec un sang-froid qui fit briller les yeux gris d'Alexander d'une fierté féroce, sa main ne quittant jamais le creux de son dos, sa présence une déclaration silencieuse qu'elle était sienne et qu'il ne tolérerait aucun affront contre elle. C'est au milieu de cette assemblée scintillante qu'Eleanor rencontra Lady Crane, la femme qui avait épousé Lord Reginald pour sa fortune et s'était retrouvée enchaînée à un homme maintenant déshonoré, dépouillé de sa position, faisant face à l'exil, sinon à l'emprisonnement pour son rôle dans la conspiration contre son père. Le visage de Lady Crane était mince et amer, ses yeux creusés par la misère particulière de celle qui avait échangé son âme contre la sécurité et découvert trop tard qu'elle n'avait acheté qu'une souffrance dorée, et alors que leurs regards se croisèrent à travers la salle de bal bondée, Éléanore ne ressentit aucune satisfaction, aucun triomphe, seulement une profonde pitié pour une femme qui n'avait jamais su ce que signifiait être aimée comme elle l'était, complètement, férocement, inconditionnellement. « Vous êtes plus gracieuse qu'elle ne le mérite », murmura Alexander contre son oreille alors qu'il regardait Lady Crane se retirer dans l'ombre, et Éléanore se tourna pour regarder son mari, cet homme qui avait remué ciel et terre pour restaurer son honneur, qui avait vu à travers son déguisement la vérité en dessous, et l'avait aimée, non pas malgré ses blessures, mais peut-être en partie à cause d'elle. « J'ai tout, » répondit-elle doucement, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Et elle n'a rien qui compte. Comment pourrais-je ressentir autre chose que de la compassion pour une telle pauvreté d'esprit ?» Il porta sa main à ses lèvres, déposant sur ses jointures un baiser qui promettait une tendresse ultérieure, et elle sut que c'était là sa véritable justification. Non pas la restauration d'un titre ou de terre, non pas l'attention flatteuse de la société, mais ce moment. Cet homme, cet amour qui avait grandi des cendres de sa vie passée pour devenir quelque chose de plus beau que tout ce qu'elle avait perdu. Les mois qui suivirent leur justification s'écoulèrent comme du miel, doré et doux, chaque jour apportant une nouvelle preuve que la vie d'Eleanor s'était transformée au-delà de tout ce que sa jeune personne désespérée aurait pu imaginer en fuyant Londres avec rien d'autre qu'un nom d'emprunt et un cœur brisé. Thornwood Manor, qui lui avait autrefois semblé beau mais froid, un monument à la grandeur sans chaleur, devint sous son attention délicate un foyer au sens le plus vrai. Elle remplit ses salles résonnantes de fleurs des jardins qu'elle avait commencé à cultiver, du son du rire de Charlotte résonnant dans des couloirs qui avaient connu trop de silence. De la chaleur des feux qui brûlaient, non seulement pour la chaleur, mais pour le réconfort de se rassembler le soir, lorsque Alexander lisait à haute voix pendant qu'elle brodait et que Charlotte s'exerçait au dessin. Les domestiques, qui s'étaient autrefois déplacés dans la maison avec l'efficacité méfiante de ceux qui craignaient le mécontentement, souriaient maintenant librement, et Madame Hartley confia un après-midi autour d'un thé qu'elle n'avait jamais vu la maisonnée si heureuse, que le duc était un homme changé, que l'amour avait accompli ce que le devoir n'avait jamais pu faire. Charlotte s'épanouit de la manière la plus remarquable. L'enfant solitaire et endeuillé qu'Éléanore avait rencontré pour la première fois se transforma en une jeune fille brillante et confiante qui l'appelait tante Éléanore, avec un plaisir évident et qui ne sursautait plus au bruit soudain,
ni ne se retirait dans le silence lorsque des étrangers venaient en visite. Sa sécurité d'être aimée ayant guéri des blessures qu'Éléanore comprenait intimement, car elle aussi avait appris que le bon amour pouvait réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Éléanore se lança également dans des projets au-delà de la sphère domestique, établissant une petite école pour les enfants des tenanciers où elle enseignait la lecture, l'écriture et l'arithmétique de base, trouvant une profonde satisfaction à ouvrir les portes des possibles pour ceux que la société avait jugés indignes d'éducation. Et Alexander soutenait chaque entreprise avec des ressources et un intérêt sincère, visitant souvent l'école lui-même, à la terreur initiale et à l'adoration finale des enfants. Leurs soirées devinrent un rituel chéri, des débats au petit déjeuner sur la philosophie politique, des discussions sur la littérature qui devenaient parfois assez animées pour nécessiter une résolution de manière plus agréable, de longues promenades à travers le domaine où Alexander lui montrait chaque recoin des terres qu'il avait toujours aimées, mais n'avait jamais eu personne avec qui les partager, et des nuits de passion qui ne faisaient que s'approfondir à mesure qu'ils apprenaient les corps et les cœurs l'un de l'autre avec une intimité croissante. C'est lors d'une telle nuit, l'air printanier parfumé à travers leurs fenêtres ouvertes, qu'Éléanore soupçonna pour la première fois ce que le médecin confirmerait plus tard, et quand elle dit à Alexander qu'elle portait son enfant, il pleura, le duc sévère et froid de Blackwood, l'homme que les serviteurs avaient autrefois craint d'approcher, l'homme qui avait juré de ne jamais se marier pour autre chose qu'une alliance pratique, se tenait devant elle avec des larmes coulant sans honte sur son visage, ses mains tremblantes alors qu'elle berçait son ventre encore plat, sa voix se brisant alors qu'il lui disait qu'elle lui avait tout donné, tout ce qu'il n'avait jamais osé vouloir, et elle le serra comme il la serrait, deux âmes qui avaient trouvé l'une en l'autre le foyer qu'elles avaient chacune cru perdu à jamais. 3 années s'étaient écoulées depuis la nuit où Éléanore avait annoncé à Alexander l'enfant qui grandissait en elle. 3 années qui avaient transformé Thornwood Manor d'un lieu de grandeur tranquille en un foyer vibrant des sons qu'elle avait autrefois cru ne jamais entendre. Le martèlement de petits pieds courant dans les couloirs, les éclats de rire stridents d'enfants en train de jouer, la musique particulière d'une famille s'épanouissant dans la plénitude de l'amour. En cet après-midi particulier, doré de la chaleur de la fin de l'été, Éléanore était assise sur une couverture étalée sur la pelouse manucurée, sa fille en bas âge, Margaret, blottie contre sa poitrine, les minuscules doigts du bébé enroulés autour de l'un des siens, alors qu'elle tétait contentement, et Éléanore regardait. Le cœur si plein qu'il semblait impossible qu'il puisse contenir une telle joie, Alexander poursuivre leur fils de 2 ans, William, à travers l'herbe. Le garçon courait avec la détermination chancelante des tout-petits, ses cheveux sombres, si semblables à ceux de son père, captant la lumière du soleil, ses yeux gris, également un cadeau de son père, brillant de plaisir, tandis qu'il criait et esquivait, et Alexander le poursuivait avec une lenteur exagérée, qui ne trompait personne, son visage transformé par un sourire que ceux qui avaient connu le froid duc de Blackwood 3 ans auparavant auraient à peine reconnu. Charlotte, maintenant âgée de 11 ans et devenant une jeune femme remarquable, était assise sous le pommier tentaculaire au bord du jardin avec un livre sur ses genoux. Bien que ses yeux se lèvent fréquemment des pages pour regarder son oncle et son cousin avec une expression d'amusement content, son propre parcours d'enfant solitaire et endeuillée à jeune fille sûre d'elle et heureuse étant un témoignage du pouvoir guérisseur d'être véritablement aimée. Éléanore se surprit à faire ce qu'elle faisait souvent dans des moments calmes comme celui-ci, retracer le chemin improbable qui l'avait menée ici, de la fille d'un comte à une fugitive sans rien, d'une gouvernante se cachant au vu de tous à la duchesse de Blackwood, épouse d'un homme qui l'aimait avec une dévotion qui lui coupait encore le souffle, mère d'enfants qu'elle n'avait jamais osé rêver d'avoir. Elle pensa à la jeune fille qu'elle avait été à 19 ans.
debout dans les cendres de sa vie, avec rien d'autre qu'un nom d'emprunt et une détermination à survivre, et elle s'émerveilla que cette jeune femme désespérée n'aurait jamais pu imaginer cela. Cette abondance d'amour, cette richesse de sens, ce contentement profond qui imprégnait ses jours. Alexander attrapa enfin William, soulevant le garçonnet hurlant de joie dans ses bras et l'installant sur ses épaules, et alors qu'ils se retournaient pour revenir vers Eleanor, leurs regards se croisèrent à travers le jardin baigné de soleil, et le sourire qu'il lui adressa était le même sourire qu'il lui avait donné le soir de leur mariage, dans le jardin éclairé par la lune, lorsqu'il avait pour la première fois confessé son amour, dans 1000 moments entre deux. Un sourire qui disait sans mots quel était son cœur, son foyer, son tout. William babillait joyeusement depuis son perchoir, une petite main emmêlée dans les cheveux de son père, et Margaret s'agita et soupira contre la poitrine d'Eleanor, et Charlotte lança quelque chose de taquin sur le fait que son oncle avait enfin attrapé sa proie, et Eleanor pensa que si elle pouvait parler à cette jeune fille effrayée qu'elle avait été, elle lui dirait que la pire tragédie de sa vie l'amènerait au plus grand bonheur qu'elle puisse imaginer, que le chemin à travers les ténèbres menait à un endroit lumineux au-delà de toute mesure. La garden party, célébrant leur 3e anniversaire, transforma les jardins de Thornwood en une vision de rêve, avec des lanternes suspendues entre les chênes anciens, jetant des flaques de lumière chaude sur des tables chargées de délices, avec des fleurs des propres jardins d'Eleanor arrangées en abondance en cascade, avec une musique flottant du quatuor posté près de la roseraie où elle et Alexander avaient échangé leurs vœux lors d'une cérémonie privée 3 ans auparavant. Les invités qui remplissaient les lieux représentaient la vie qu'ils avaient construite ensemble, des voisins qui étaient devenus de véritables amis, des tenanciers qui avaient prospéré sous la gestion équitable d'Alexander et les initiatives éducatives d'Eleanor, des membres de la société qui avaient prouvé leur loyauté par la constance plutôt que par la commodité, et plus important encore, ceux qui avaient cru en eux qu'en croire exigeait du courage. Madame Hartley présidait le personnel avec une fière efficacité, s'épongeant occasionnellement les yeux quand elle pensait que personne ne regardait, et Charlotte se déplaçait dans le rassemblement avec l'aisance d'une jeune dame, aidant à divertir les plus jeunes invités tout en gardant un œil vigilant sur William, qui avait découvert que les haies faisaient d'excellentes cachettes. Eleanor se tenait à côté de son mari, alors que la soirée s'assombrissait, Margaret somnolente dans ses bras, et quand Alexander demanda l'attention de leurs invités, sa voix portant à travers le rassemblement silencieux, avec la résonance imposante qu'elle avait autrefois trouvée si intimidante, elle sentit son cœur s'accélérer comme il s'était accéléré ce premier jour dans son bureau, quand ses yeux gris avaient semblé voir droit, à travers son déguisement, jusqu'à la vérité en dessous. Il parla d'anniversaire, du passage du temps, de la sagesse conventionnelle selon laquelle les mariages s'installent dans une routine confortable, puis sa voix devint plus rauque, moins pratiquée, alors qu'il s'écartait entièrement de la convention et parlait d'elle, de la femme qui était arrivée à Thornwood avec rien d'autre qu'un nom d'emprunt et une dignité que les circonstances ne pouvaient diminuer, de la gouvernante qui avait réappris à sa pupille à sourire et lui avait appris, bien qu'il n'ait pas su qu'il avait besoin d'apprendre, que l'amour n'était pas la faiblesse que l'union amère de ses parents l'avait amené à croire, mais plutôt la plus grande force qu'un cœur puisse posséder. Il la remercia pour leurs enfants, pour les rires qui remplissaient des salles autrefois silencieuses, pour la chaleur qui avait transformé une maison en un foyer, pour chaque débat et chaque baiser et chaque moment d'une vie plus riche qu'il n'avait osé l'imaginer quand il avait passé ses années à construire des murs contre précisément la vulnérabilité qui constituait maintenant sa plus grande joie. Les invités étaient devenus très silencieux, beaucoup de dames cherchant leurs mouchoirs, et Eleanor constata que ses propres yeux s'étaient brouillés de larmes en regardant cet homme
qui avaient autrefois semblé taillés dans la glace, et qui se tenaient maintenant devant leurs amis réunis, le cœur à nu, cet homme qui l'avait crue innocente quand le monde la condamnait, qui s'était battu pour sa justification sans rien demander en retour, qui l'aimait avec une dévotion qui se révélait non pas dans de grands gestes, mais dans l'accumulation constante de 1000 petits moments à travers 1000 jours ordinaires. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser, alors, la bienséance oubliée, Margaret s'agitant entre eux et les bras d'Alexander les entourant tous les deux, et les invités éclatèrent en acclamations qui firent s'envoler les oiseaux des arbres voisins. Et plus tard cette nuit-là, quand les lanternes furent éteintes, et les invités partis, et les enfants endormis dans leur nurserie sous l'œil vigilant de la nourrice, ils s'allongèrent ensemble dans l'obscurité de leur chambre et parlèrent de l'avenir qui s'étendait devant eux. Plus d'enfants peut-être, certainement plus d'années, la perspective de vieillir ensemble dans cette maison qui était devenue si entièrement la leur, de regarder William et Margaret et tous les frères et sœurs qui pourraient suivre devenir les personnes qu'ils étaient destinés à être, de s'aimer à travers toutes les saisons qui les attendaient, leur lien s'approfondissant avec chaque année qui passe, comme les racines s'enfoncent plus profondément, plus un arbre se dresse longtemps. Et nous voici donc à la fin de ce conte, bien qu'en vérité ce ne soit pas du tout une fin, mais plutôt une continuation, car l'histoire d'Éléanore et d'Alexander se poursuit encore, écrite dans le rire de leurs enfants et les moments tranquilles qu'ils partagent lorsque la maison est devenue silencieuse et qu'ils sont assis ensemble devant le feu, sa tête sur son épaule, sa main traçant des motifs absents sur son bras, l'intimité confortable d'un amour qui n'a fait que s'approfondir avec le passage des années. Si Éléanore pouvait parler à cette jeune fille effrayée qu'elle avait été, celle qui se tenait dans les ruines de sa vie à 19 ans avec rien d'autre qu'un nom d'emprunt et une détermination désespérée à survivre, elle lui dirait que le chemin à travers les ténèbres, bien qu'il semblât alors sans fin, menait à un endroit qu'elle ne pouvait encore imaginer, que chaque pas fait dans le désespoir la portait vers une joie au-delà de tout ce qu'elle avait osé rêver. Elle lui dirait que l'amour nous trouve quand on s'y attend le moins, portant souvent un visage que nous ne reconnaissons pas immédiatement, sévère là où nous aurions pu souhaiter souriant, silencieux, là où nous aurions pu désirer des mots doux, et que les actions disent la vérité du cœur plus éloquemment que toute poésie ne le pourrait jamais. Elle lui dirait que les chapitres les plus cruels de nos histoires ne doivent pas en définir la fin, que nous ne sommes pas les pires choses qui nous arrivent, mais plutôt la manière dont nous les traversons, avec dignité et grâce, et le courage tranquille de continuer à espérer, même quand l'espoir semble insensé. Elle lui dirait de tenir bon, de faire confiance, de croire avec une foi qui défie toute évidence que le bonheur venait pour elle, qu'il se frayait même alors un chemin vers elle, à travers des circonstances trop complexes pour être comprises, et qu'un jour elle regarderait ces moments les plus sombres, et les verrait non pas comme des fins, mais comme les débuts improbables de tout ce que sa vie deviendrait de beau. Cette histoire a été, à sa manière, une lettre d'amour, à la croyance que même les cœurs les plus blessés peuvent guérir, que même les extérieurs les plus froids peuvent abriter les âmes les plus chaleureuses, que les mariages construits sur le respect mutuel et l'affection sincère peuvent transformer deux personnes incomplètes en quelque chose d'entier et de radieux ensemble. Merci, cher auditeur, d'avoir parcouru ce chemin aux côtés d'Éléanore et d'Alexander, d'avoir cru en leur amour même quand ils luttaient eux-mêmes pour y croire, d'avoir investi votre cœur dans leur voyage l'un vers l'autre. C'est mon plus grand espoir que leur histoire ait ravivé quelque chose en vous, une foi renouvelée en la possibilité de l'amour, un rappel que votre propre bonheur est peut-être plus proche que vous ne le pensez, attendant juste au-delà du prochain chapitre de votre vie pour vous surprendre par sa douceur.
puissiez-vous trouver, ou puissiez-vous avoir déjà trouvé, votre propre grand amour, celui qui vous voit vraiment, qui se tient à vos côtés contre toute adversité, qui prouve sa dévotion non pas par de grandes déclarations, mais par les choix constants et soutenus de chaque jour ordinaire. Puisse votre propre histoire, quelles que soient les ombres qu'elle a traversées, vous mener vers la lumière, le rire et un amour qui s'approfondit toujours plus avec le passage des ans. Et puissiez-vous toujours vous souvenir que les nuits les plus sombres cèdent de la place à l'aube, que l'espoir n'est jamais insensé, et que quelque part, d'une manière ou d'une autre, votre propre fin heureuse vous attend.